En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 40 500 €. Et nous faisons donc appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a le feu. Alors oui, à l'attaque. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Tête à Clash. Alors nous avons 3 beaux sujets, 4 beaux invités. Les invités, pour vous rapidement vous les présenter, Laurent Arthur Duplessis, Cyril Benassar, Jacques Georges qui est essayiste et Roland Huron. On va revenir sur leur métier et leur livre parce qu'ils ont tous commis des bouquins, vous verrez que ça va s'afficher à certains moments. Allez, les 3 sujets, c'est quoi? C'est d'abord la candidature d'Éric Zemmour. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'émerger dans les médias. On voit qu'il a fait quelques démarches. On va parler de ça pour voir si c'est souhaitable, possible ou au contraire néfaste. Le deuxième sujet, c'est le énième dérapage de Mélenchon. Est-ce que c'est celui de trop? Est-ce que finalement c'est une stratégie gagnante? Ou est-ce qu'au contraire il est en train de perdre? Et le troisième sujet, c'est tout simple, c'est la gifle. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Le président en a pris une il y a quelques jours et on va en parler. À tout de suite. Alors, le premier sujet, Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui intervient tous les jours sur CNews, est en train de passer du statut d'essayiste, de polémiste, à celui d'homme politique. Il se murmure qu'il fait des démarches pour un directeur de campagne et pour des publicitaires qui seraient capables de l'épauler pour sa communication. La question, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a sa place? Et puis, est-ce qu'il enrichit son camp ou est-ce qu'au contraire, il l'affaiblit? Alors, je vais vous céder la parole. Jacques, c'est à vous. Eh bien, avec plaisir. Avant de venir ici, j'ai pris le soin de me munir du Suicide français. C'est un livre de Zemmour écrit en 2014. Mm-hmm. Et je dois dire que j'avais eu plaisir à le lire. Je l'ai même lu 2 fois. Et je l'ai reparcouru ce matin dans le train. Et je dois dire que je suis zémouriste accentué à chaque relecture parce que je trouve que ce livre est vraiment sur le plan intellectuel, sur le plan de la culture, sur le plan de la justesse et de la justesse des idées. Je trouve que c'est assez remarquable. Alors, je suis un zémouriste convaincu. Je trouve a priori, donc je pense que la candidature d'Éric Zemmour me paraît être une bonne idée parce qu'elle élargit le champ potentiel, disons, des candidats patriotes et enracinés. Ça ne va pas évidemment sans inconvénient. Le principal étant, à mon avis, c'est la seule question sérieuse que je me pose, c'est être candidat pour quoi? Être capable de sortir de faire quoi à la sortie? Non mais pardon, mais Jacques, vous avez décrit un polémiste brillant, je crois qu'à peu près tout le monde est d'accord, un essayiste qui a une plume et qui sait la manier, mais est-ce que vous avez désigné un leader pour le pays? Est-ce que vous avez parlé de quelqu'un? Parce que quand on se présente à l'élection présidentielle, c'est soit pour faire de la figuration, histoire d'émerger une fois tous les 5 ans, soit c'est pour y aller et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire devenir président et assumer. Il y a 2 tours.
Moi, je pense qu'il met une dent ou deux de plus au râteau pour attirer un électorat patriote, mais Zemmour a une spécificité par rapport à Marine Le Pen. Oui. C'est qu'il a un impact tout particulier sur ce que les publicitaires appellent les CSP+, c'est-à-dire les Bac plus 5 si on veut. Oui. Et c'est dans ce milieu-là qu'il a un gros impact, Zemmour. Et s'il entre en piste, je ne suis pas certain qu'il va gravement amputer Marine Le Pen de son électorat. Je pense plutôt qu'il va l'enrichir, parce que si elle se retrouve, elle, toujours au second tour face à Macron, et les gens qui auront voté Zemmour au premier tour auront tendance cette fois-ci à voter Marine Le Pen probablement au second tour, en tout cas une partie d'entre eux. Donc, il pourrait éventuellement enrichir, en fait, l'électorat de Marine Le Pen au second tour, finalement. Alors ça, c'est la vision, on va dire, carte électorale ou mapping des CSP, de qui vote pour qui. La question, c'est la carte d'accès, le nombre de voix d'accès au deuxième tour se situe entre 20 et 25%. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pour l'instant, ont l'air d'être tous les deux qualifiés quasiment automatiquement. Imaginons que Éric Zemmour fasse 5-10 points et qu'il les enlève en partie à Marine Le Pen. Il y a un risque, c'est qu'elle soit 3e ou 4e. Ce n'est pas un risque auquel vous pensez ? Si, c'est un risque auquel je pense, et je trouve que je ne sais plus de qui est la formule, mais il ne faudrait pas qu'Éric Zemmour soit le Taubira de la droite. C'est-à-dire qu'il fasse perdre Marine Le Pen et qu'il l'empêche d'être au second tour. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, sur effectivement, il peut apporter un électorat qu'on peut définir comme la droite bourgeoise. En revanche, il risque de se mettre à dos une droite populaire qui, dans son esprit, je veux dire, il a souvent une formule, les gens ne se nourrissent pas que de pain. C'est vrai, c'est vrai, les gens sont attachés à une certaine conception de l'identité, du patriotisme. En revanche, je ne sens pas chez Zemmour une fibre sociale. Je ne sens pas un intérêt pour ces questions qui, quand même, sont très présentes dans la population. Moi, je vois autour de moi, un peu avant les élections, les gens qui sont plutôt des sous-diplômés ont beaucoup plus de chiffres que de lettres. C'est-à-dire que les grandes envolées un peu épiques de Zemmour sur le destin de la France, au moment des élections, ça leur passe au-dessus de la tête. Ils réfléchissent un peu à la façon dont ils vont être taxés, à la façon dont le SMIC va augmenter, aux allocations pour les mères célibataires. C'est plutôt ça qui fait leur préoccupation. Et Zemmour est assez loin de ça. On ne le sent pas très préoccupé par ces questions-là. Et je voudrais, pour finir, dire que j'ai le sentiment que Zemmour pourrait peut-être faire un excellent empereur, mais je ne suis pas sûr qu'il ferait un très bon président pour la France d'aujourd'hui. D'accord. Alors, c'est assez drôle. Allez-y, Jacques, et on va céder la parole oui. Non, je pense... ce que vous dites est tout à fait exact. Mais moi, personnellement, j'ai tendance à voir l'histoire longue. Ce qui est important, c'est pas tellement qu'une élection soit gagnée, etc. Ce qui est important, c'est la bataille des idées à long terme. Je pense que Zemmour, parlant au peuple français, ça fera avancer la cause, quelles que soient les tribulations politiques. Je pense que ça fera avancer les idées enracinées à très long terme. Moi, c'est ça qui est important. Qui gagne l'élection, tant mieux. Mais l'important, c'est que les sensibilités évoluent dans le sens de l'enracinement et de la prise de conscience des problèmes identitaires, pas seulement de la France d'ailleurs, mais de l'Europe. Hein. Bon. Je suis d'accord. Oui, enfin, je voudrais dire que personne n'a jamais gagné une élection sur le prix de la baguette de pain, hein, quel que soit le caractère. Il y a des enjeux beaucoup plus importants, notamment des enjeux identitaires. Et sur ce sujet-là, il est au moins aussi bon que Marine Le Pen. Bon, j'ajoute que la question n'est pas de savoir s'il va gagner, combien il va faire, si c'est opportun du point de vue de tel ou tel parti qui se présente. La question, c'est de savoir s'il a le droit de se présenter. Et pour moi, un candidat a toujours le droit de se présenter, surtout s'il lui-même représente quelque chose. Alors, j'ai trop vu des gens qui disaient telle candidature est inopportune parce qu'elle va faire perdre à droite, perdre à gauche, perdre notre parti. Bah, écoutez, ça, on le sait après, mais barrer la route à quelqu'un d'aussi talentueux que lui, et même à des gens beaucoup moins talentueux, mais qui
représente quelque chose. Ce n'est pas ma philosophie. C'est clairement pas ma philosophie. Je ne peux pas dire s'il aura un résultat. Et puis on ne sait jamais ce qui peut arriver à d'autres candidats qui sont dans la même mouvance que lui. Et à un moment donné, il faudra peut-être les remplacer pour telle ou telle raison. Alors, pour ce qui est de son caractère, moi, je crois qu'il a incontestablement l'intelligence et de la fonction, sans doute plus que les autres candidats. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui sont tout de même exaspérés à l'idée que laissent pressentir les sondages qu'il y aura encore en face-à-face Macron-Le Pen. Vous croyez que Macron est très préoccupé par les problèmes pratiques dont vous parlez? S'il y a bien quelqu'un qui est né à 10 années-lumière, c'est bien lui. Et donc, toute initiative qui permet de sortir de ce dilemme, laisser espérer aux Français qu'ils auront un autre choix, que ça ne va pas se passer comme la dernière fois, je dis bravo et bienvenue, indépendamment de la sympathie qu'on peut avoir pour le courage d'Éric Zemmour. Alors, ma question, c'est en fait, pour faire avancer le débat, est-ce que Zemmour, c'est le nouvel Emmanuel Macron, c'est-à-dire un homme qui est capable de rentrer dans un trou d'aiguille et finalement en faire un destin, premièrement, ou est-ce que c'est le candidat idéal de LR? Parce que finalement, c'est celui qui tape dans les CSP+, donc dans l'électorat bourgeois traditionnel de LR. Et finalement, c'est celui qui peut participer aux primaires LR et éliminer Valérie Pécresse et éliminer Xavier Bertrand. Toute la question est de savoir si, étant acquise l'idée qu'effectivement il est très capable de séduire l'électorat LR, toute la question est de savoir si en même temps il va exercer le même ascendant que Marine Le Pen sur l'électorat populaire. Ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, c'est qu'il y a une certaine méfiance vis-à-vis de Zemmour dans cet électorat populaire qui n'est pas sensible, je dirais, à la virtuosité intellectuelle et culturelle de Zemmour, mais plus à des thématiques pratiques. Et... Moi, je le crois. Moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup attribué la défaite de Fillon au canard enchaîné, pour faire vite. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt son programme libéral qui l'a empêché d'accéder au second tour. Je suis entièrement d'accord. Je me souviens d'une intervention dans un hôpital où des infirmières leur confiaient les difficultés de leurs conditions de travail, et il avait une réponse comptable, il leur répondait « Je comprends bien, mais la France est endettée ». Et ça, c'est un discours qui a beaucoup de mal à passer dans les milieux populaires. Et je pense que je ne suis pas sûr que Zemmour ait saisi cette chose-là. La deuxième chose... Est-ce que Zemmour a bon cœur? On va le laisser finir. Il y a quand même... On va revenir sur le bon cœur de Zemmour, croyez-moi. J'ai une grande admiration pour Zemmour, pour son talent, évidemment, et je trouve que l'apport, enfin le travail qu'il fait pour la France, il le fait déjà. Est-ce qu'il a besoin d'être candidat? Je n'en suis pas sûr. Son rôle, à sa place de polémiste, d'intellectuel, d'être présent dans les médias, de diffuser des idées, de rendre des idées acceptables. On a le droit, depuis Zemmour, de penser et de dire certaines choses. Je ne suis pas sûr qu'accéder à la candidature apporte beaucoup. Si on avait des candidats qui s'imposent de manière évidente par leur qualité, dont on imagine très bien qu'ils puissent se dialoguer avec Poutine sur un pied d'égalité ou avec le président des États-Unis, oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas, sans vouloir faire injure à personne. Donc, vous pensez que ce critère-là fait que Zemmour peut remplacer Marine Le Pen? Ou Zemmour peut remplacer Xavier Bertrand, si on met dans ces deux cases-là? C'est à l'électorat de sentir ça, parce que ces choses-là, ils le sentent. Mais il est très clair qu'on sent beaucoup plus un vide qu'un trop-plein dans la situation actuelle. On ne voit pas de personnalité qui apte à représenter dignement, comme le mérite de l'être, la France sur le plan international. Je ne parle pas de Macron, qui est considéré comme un pitre par à peu près tous les chefs d'État de la planète, qui n'a plus aucune autorité en dehors d'un petit groupe de Français. D'accord, mais précisément sur le plan international, il y a eu quand même un événement récent. Il y a eu le détournement d'avion par le président de la Biélorussie, dont j'ai oublié le nom. La réaction de Marine Le Pen, je l'ai trouvée très présidentielle. Alors qu'on l'attendait à soutenir plutôt le camp de Poutine et puis à se présenter comme le candidat anti-système qui allait un peu casser la baraque et trouver des excuses, elle a dit c'est absolument inadmissible. On ne fait pas ce genre de choses. Je trouve que ça la hausse à un niveau qui est beaucoup plus respectable. En revanche, Zemmour, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est, vous savez,
nous aussi, on l'a fait avec Ben Bella. Alors après tout, est-ce que c'est si grave? Ça, je trouve que ça n'est pas de nature à rassurer la majorité des Français sur la position d'un président qui se ferait respecter à l'international. Jacques Georges, vous posez la question, en gros, c'est Zemmour, as-tu du cœur? Hein, oui, as-tu du cœur? Et disons, on peut ajouter aussi, as-tu un appareil derrière toi pour faire avancer les choses? On disait ça de Macron aussi, hein. Pour l'appareil, pour l'appareil. Oui, c'est vrai, mais Macron, c'est un miracle. Hein. Est-ce qu'un miracle peut se reproduire 2 fois? C'est pas évident. Hein. En fait, à récupérer les appareils de droite et c'est surtout gauche. Un trou, parce qu'il y avait un trou, je pense. Mais il y en a encore. Tant que Marion ne sera pas candidate, il y aura toujours un trou. Hein, je pense. Hein. L'avenir, c'est peut-être Marion. Mais ça sera le tour d'après. Pour les raisons que j'ai invoquées précédemment, je ne pense pas du tout. L'idée qu'il y aurait un retour à l'ordre moral dans une partie de l'électorat populaire, même de droite, ça paraît très difficile. Dès qu'elle prononce le mot avortement, même si c'est pour dire « je ne toucherai pas à l'avortement », c'est immédiatement détourné par les médias et ça a des effets catastrophiques. Pour aller dans ce sens, le score de François-Xavier Bellamy aux Européennes est un peu le reflet de ça. Je crois. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une niche, mais est-ce qu'il y a de quoi passer au 2e tour et être élu? C'est loin d'être sûr pour le moment, en tout cas. Ouais, moi, je crois qu'il manque quand même à Éric Zemmour une forme d'empathie pour le peuple. Je me souviens du lancement de la campagne de Marine Le Pen à Brachet, dans ce petit village rural de la Haute-Marne, où elle était entourée de gens très simples, de paysans. Il y avait des vaches, on sentait une ambiance très rurale, très bricolique, et l'ambiance était extrêmement chaleureuse. Les gens venaient vers elle, se faire photographier, l'embrassaient. Je ne vois pas Zemmour dans cette position. Je proteste là. Zemmour, regardez l'origine sociale de Zemmour. Alors c'est quoi? Où il est sorti, son père était, je ne sais pas, cordonnier. Ambulancier. C'est un fils de pied noir comme moi. Zemmour, il est vraiment très peuple. Très peuple. Par ses origines, mais je suis persuadé que c'est un gars qui a du cœur en plus. Je pense qu'il a du cœur. Il ne sait peut-être pas le montrer, il ne sait peut-être pas le vendre, mais je pense qu'il en a. Mais en même temps, le tout est de le montrer. Cyril, ce que vous disiez sur Marine Le Pen et un lancement réussi de campagne, le général de Gaulle s'y est pas prêté, Georges Pompidou s'y est pas prêté, et François Mitterrand, guère plus non plus, et pourtant ça a très bien fonctionné. C'est vrai. Donc, j'ai vu de près 2 personnalités qui passent pour avoir une grande empathie, qui sont Jacques Chirac et qui sont Bernard Tapie. Je les ai vus de près en train de campagne. Oui. Écoutez, ils avaient la réputation d'être des gens proches des gens. Ils étaient importants, on le voyait à la télé, les gens étaient contents de les saluer. Mais au fond d'eux-mêmes, je ne sentais absolument rien. Je ne sentais aucun affect vis-à-vis des gens qu'ils rencontraient. C'était... alors je ne dis pas que dans des circonstances, ils n'en avaient pas. Ce qui compte, c'est la réputation que vous avez. Oui, c'est l'image que l'on donne. Que la mais réalité ça s'est construit avec pour une campagne électorale, c'est l'image que l'on donne. Est-ce que je peux développer qu'on est au fond de soi, finalement? Est-ce que vous m'autorisez à dire 2 mots? Parce que justement, Jacques Chirac et Bernard Tapie, moi, il se trouve que j'ai connu les deux, un petit peu. Mais très jeune. J'ai connu Chirac quand j'étais à Sciences Po, qui était prof à Sciences Po. Je l'ai connu un petit peu. C'est lui qui m'a fait passer mon examen de droit public. Et puis j'ai connu Bernard Tapie un plus tard dans ma carrière, quand j'étais directeur financier d'une grosse boîte américaine, qui négociait avec Tapie la reprise d'une grosse créance qui était perdue. Donc j'ai un petit peu approché les deux, et je confirme totalement ce qui vient d'être dit. Sur le cœur, c'est une marchandise. Hein. Le cœur, c'est une marchandise. Moi, je pense que c'est bien de faire semblant, c'est bien de savoir vendre, etc. C'est mieux d'être réellement sorti du peuple et d'avoir pour lui des idées nobles. Et je pense que le peuple et les idées nobles, c'est pas incompatible. Et pour moi, c'est ça, Zemmour. C'est ça. D'accord. De toute façon, ce que je crains pour Zemmour, c'est qu'ils ne sont pas forcément un vrai politique. Je veux dire que, comme Georges Pompidou disait, c'est pas un concours d'intelligence, c'est un concours de volonté. C'est pas non plus un concours de proximité, c'est un concours de volonté. Il faut une volonté féroce, une volonté de faire. Et, vous voulez dire de penser tous les matins en se rasant? Oui. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Oui, c'est être né pour ça. Et depuis que la barbe lui pousse. Oui, absolument, absolument. Et ça, donc, Marine Le Pen serait dans ce cas-là par rapport à Zemmour? Je ne suis pas sûr non plus. Il faut reconnaître que l'éminente qualité intellectuelle de Zemmour est effectivement, en termes d'image de marque, à double tranchant.
Parce qu'effectivement, il a une maîtrise des dossiers qui est époustouflante et difficilement égalable. Je crois que toute personne confrontée à Zemmour sur un plateau de télé arrive la peur au ventre, actuellement. Parce qu'aucun n'arrive à faire le poids devant lui. Mais, enfin, presque aucun. Mais, en tout cas, cet intellectualisme brillantissime est en même temps un handicap, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent cela comme synonyme de froideur, de manque de cœur et d'éloignement par rapport au peuple. Mais ça ne s'améliore pas avec un vocabulaire sans doute un petit peu moins élevé que celui qui l'emprunte. Vous savez, les fameux 150 mots dont parlait Fabius. Mais alors, toute la question est de savoir si jamais il entre en campagne, mais ça, c'est difficile à dire avant, comment il va faire. Il faut un bon directeur marketing. Comment allez, on va refaire un dernier tour de piste rapide, parce qu'on a commencé par ça, mais je suis étonné que vous n'ayez pas rebondi sur ce qu'a dit Marine Le Pen, qui disait que la candidature de Zemmour, c'était un affaiblissement du camp nationaliste. Mais moi, j'ai répondu à ça tout à l'heure. J'ai dit que ce ne sera pas forcément ça. Ça peut être un élargissement de l'électorat. D'accord. Oui, moi j'ai l'impression que il y a longtemps qu'on fait le constat qu'il faut se rassembler, qu'il faut rassembler le camp national, ou en tout cas un peu plus largement les Français, et je ne suis pas sûr qu'une candidature supplémentaire le permette. Et pour revenir à la distinction que Zemmour fait entre De Gaulle et Pétain, en disant que De Gaulle protégeait la France, Pétain protégeait les Français. Et c'est pas le premier à le dire. Oui, il l'a repris. J'ai peur que Zemmour soit celui qui risque de sacrifier les Français pour sauver la France. Wow, ok. Juste sur l'affaiblissement du camp nationaliste. Ça, c'est le problème du camp nationaliste. S'il y avait au centre de ce camp quelqu'un dont la candidature s'impose à tout le monde, je veux dire, il n'y aura pas de candidature Zemmour. Et ça pourrait être un ticket Zemmour-Marine Le Pen. Il n'y a pas de ticket à la présidentielle, ça n'existe pas. Le ticket à la présidentielle, et ceux qui feront un ticket, je pense que Marine Le Pen avait fait une grave erreur en désignant d'avance Nicolas Dupont-Aignan comme Premier ministre, de même que Gaston Defferre avait désigné Pierre Mendès France, vous voyez, on revient en arrière, eh bien, ça passe très mal dans l'opinion. D'abord, la question de Zemmour, veut-il vraiment ? Veut-il vraiment ? Et quant à savoir s'il va émerger éventuellement comme candidat d'une primaire de l'UMP, vous m'apprenez que l'UMP veut faire une primaire, ce qui ne serait pas une mauvaise idée, mais ça dépend. J'allais dire, il y a quelque part un État profond français, dont plusieurs de ses employeurs successifs font partie. Cet État profond, eh bien, je crois savoir qu'il hésite un petit peu. Il a soutenu à fond Macron, il n'y a pas de miracle Macron. Il avait l'appui de tout ce qui comptait dans la sphère financière nationale et médiatique, nationale. Même si c'est pas elle qui vote. Internationale. Mais c'est important. C'est pas elle qui vote, mais celle qui matraque tous les jours. Donc, est-ce que quelqu'un... ça ne sera pas Marine Le Pen, je ne crois pas, mais est-ce que quelqu'un aura cet appui ? Zemmour, il peut être imposé comme candidat de la droite et du centre si à un moment donné, il y a un déclic qui fait qu'il a cet appui. Pour le moment, ce n'est pas acquis. Pour le moment, les gens se cherchent. Voilà. L'affaiblissement du camp par Marine Le Pen non, moi je pense que c'est au contraire. Je pense que moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est la bataille à long terme des idées. Oui. Dans cette perspective à moyen et long terme, la candidature de Zemmour est un plus, c'est un raffermissement à terme, c'est une évolution positive structurelle, et à mon avis, ça va dans le bon sens. Ok, on va en rester là. On a passé largement les 20 minutes qui nous sont allouées, et on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Rebonjour, sujet numéro 2, Mélenchon. Alors Mélenchon, récemment sur France Inter, a prédit l'arrivée d'événements gravissimes qui allaient perturber l'élection présidentielle. Alors, est-ce que c'est le dérapage de taureau ? Est-ce que c'est la preuve qu'il est en train de tomber dans le complotisme ? Est-ce que c'est quelque chose qui va le disqualifier ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est bien sa stratégie de communication et de faire parler de lui et ça marche pas mal ? La preuve. Roland Hureau.
C'est à vous. Oui, je ne jugerai pas la stratégie, parce que vous savez, on est dans un billard à 3 ou 4 bandes, on ne sait jamais ce que ça donne. Si ce genre de propos pouvait nous éviter un attentat ou une violence quelconque, parce que à la veille de l'élection, qui va être d'une violence extraordinaire, et ça a déjà commencé, après tout, pourquoi pas. Mais j'ai été sidéré par la violence, alors pour le coup, des réactions de droite et de gauche à son encontre, y compris sur des chaînes comme Sud Radio ou autres. Ma foi, il est vrai qu'avant des échéances importantes, il y a presque toujours un attentat. Et pas qu'en France. En France, il a peut-être... On a cru penser, on a cru comprendre qu'il disait que l'attentat l'attentat de Meyrat était manipulé, mais il n'a pas dit que c'était par des rivaux, ça peut être par une force internationale, ça peut être par des cinglés. Chaque fois qu'il y a un attentat, il y a un complot derrière. Sauf qu'on ne sait pas qui est à la tête du complot. Pour Meyrat, on pensait que c'était plutôt l'Arabie Saoudite ou Al-Qaïda, mais il faut quand même un sacré montage pour faire des choses comme ça. Si on n'avait pas tué Meyrat pendant l'opération, on pouvait tout à fait s'en passer, on en saurait davantage. Mais vous êtes indulgent vis-à-vis de Mélenchon. J'ai toujours... Attendez, étonné. je n'ai aucune sympathie politique pour Mélenchon, pour plusieurs raisons, mais c'est la deuxième fois que je me trouve, tout simplement par respect de la vérité, en train de le défendre. Je l'avais défendu quand 90 gendarmes avaient débarqué chez lui. Quand même un des 2 ou 3 chefs de l'opposition, ce qui ne se fait dans aucun pays démocratique, pour faire une perquisition qui nécessitait pas tant de monde et tant de spectacles. Vous voulez dire ça, c'était la première étape de La République, c'est moi. Je l'ai défendu dans un article lui, ensuite, dans Causeur. Oui, mais avant qu'il dise ça, il y a les 90 gendarmes qui étaient une atteinte à la démocratie pour une affaire de 3e zone. S'il avait tué quelqu'un, c'était pas pareil. Bon, deuxièmement, il a dit quelque chose qui est globalement vrai. Il faut se rappeler que l'assassinat de Robert Kennedy. Il faut se rappeler qu'avant le Brexit, il y a un député de droite anti-Brexit qui a été assassiné par un type qui avait une gueule de pro-Brexit. Et la même chose, une gueule de pro-Brexit. Le même profil, et de l'assassin et de la victime, et dans les deux que c'était des femmes, était arrivé en Suède à la veille d'un scrutin important concernant l'Europe quelques années auparavant. Donc je veux dire, ce sont des choses qui arrivent. Alors savoir à qui ça profite, pourquoi, j'avoue que je ne comprends pas très bien son raisonnement, parce que s'il s'agit d'une attaque contre Macron, je ne vois pas Macron face à un événement terroriste dramatique, Macron apparaître comme un recours de l'ordre et de la loi. Il a tout fait pour qu'on ait pas l'impression qu'il est un homme d'ordre qui va nous garantir une lutte efficace contre le terrorisme. C'est-à-dire que voilà, Mélenchon a un art consommé du scandale par une maîtrise tout à fait certaine des finesses de la langue française. Et toute l'ambiguïté mélenchonienne a résidé dans le fait qu'il a énoncé son propos d'une manière telle qu'on peut l'interpréter de 1000 façons. Oui, eh bien alors. Oui, mais c'est là toute l'astuce et je dirais toute la finesse politique. C'est que le fond de l'affaire, on voit bien, c'est qu'il veut plaire à un électorat islamiste. C'est ça le fond de l'affaire. Et de toute façon, ça fait déjà... C'était dans la phrase, d'ailleurs. Ça fait déjà un moment qu'il ne vit plus que pour cet électorat. Ça fait un moment qu'il pense que la roue de rechange, pour lui, ce sera cet électorat. Autrement dit, il remplace le populaire par le musulman ? Oui, c'est le grand remplacement. C'est pas nouveau. Hein. Excusez-moi, mais il n'est pas le seul. Ni original. Hein. Non, il n'est pas le seul. Mais il est le plus habile, je dirais. Quand Macron va cracher sur la France à Alger, je suis désolé. Ils vivent la même cible. Mais les vilainies de Mélenchon ne purifient pas Macron de ses fautes graves. J'espère. Je dirais qu'effectivement, il y a entre les deux un certain dénominateur commun. Quand Macron dit que la colonisation d'Algérie est un crime contre l'humanité, il fait du Mélenchon. Bien sûr. Exactement. Sauf que lui aussi, l'électorat musulman. Sauf que j'ai le souvenir, moi, de la fureur, puis de la dépression de Mélenchon pour être arrivé 3e à l'élection présidentielle. Oui. Mais il s'en est pas remis, hein. Il s'en est pas remis, mais on peut se dire qu'un homme avec son passé cherche à rebondir et à se qualifier
pour le deuxième tour. Voyez... Est-ce que là, il n'est pas au contraire en train de se mettre dans un angle qui fait qu'il cristallise 10-12% de l'électorat et pas plus? Oui, mais voyez bien, les sondages montrent que de plus en plus, toute une partie de l'électorat de gauche commence à mettre au premier plan la préoccupation identitaire et sécuritaire et liée à l'immigration. De plus en plus, il y a une migration de l'électorat de gauche vers ces thèmes, ce qui profite très largement dans les sondages, d'ailleurs, à Marine Le Pen. Oui, mais donc ça va contre la stratégie présente de Mélenchon. Mais comme Mélenchon n'a pas l'univers mental pour épouser cette tendance, c'est plus fort que lui. Oui. Il a horreur de ça, Mélenchon. C'est un mondialiste qui s'ignore, Mélenchon. En réalité... Il est pour le grand remplacement, Mélenchon. Donc, de toute façon... Attendez, Roland, de toute façon, il s'en va vers l'électorat islamiste. OK. Jacques Georges. Oui. Ce qui, personnellement, me réjouit dans tout ça, c'est la confusion que ça crée à gauche. C'est un bazar pas possible. Ça l'est déjà pour des raisons structurelles. La pensée woke, la pensée indigéniste, etc., déjà, fout un bazar pas possible. Mélenchon vient là-dessus, à mon avis, avec effectivement ses tentations d'électorat islamiste, pour mettre une pagaille encore plus grande. Il est même, ça c'est plus récent et c'est plus grave, il est soupçonné d'antisémitisme. J'ai entendu ce matin des paroles absolument incroyables. J'ai même entendu Raphaël Enthoven déclarer qu'il préférerait, que s'il devait choisir, il préférerait voter Marine plutôt que Mélenchon, ce qui est quand même, c'est un événement. Oui. Ça veut dire que vraiment, on sait que la droite n'est pas brillante, mais la gauche est bien dans un état bien pire. C'est-à-dire un état d'émiettement, de contradictions internes absolument invraisemblables, et ceci ne va faire qu'augmenter le phénomène. Ce qui satellise la gauche encore plus, ce qui la fragmente, et est-ce que... Parce que moi, je suis étonné par cette sortie de Mélenchon, je vais vous dire, parce que, pour moi, il s'interdit d'agréger le reste de la gauche en se mettant dans cette position. Absolument. Oui, mais je crois que le problème, c'est que on se demande si les deux gauches sont encore réconciliables. On parle de gauche irréconciliable, c'est-à-dire entre la gauche Charlie, qui est attachée à une forme d'universalisme et un attachement à la laïcité, et puis la gauche dont vous parlez, cette gauche woke, cette gauche qui drague les quartiers populaires, comme on dit avec cet euphémisme. Qui sont des quartiers musulmans. Oui, les quartiers immigrés. C'est ce dont vous parlez dans votre bouquin. Oui, je dénonce, je dénonce l'arténaque antiraciste, en réalité en expliquant qu'il n'y a pas de racisme en France, il n'y en a plus, c'est terminé. Ouais. Tout ce qu'on appelle les discriminations s'effectue sur d'autres critères que la simple appartenance à une race ou même à une religion. C'est plus la pratique, l'attitude, le manque d'assimilation, c'est ça. Mais vous disiez que vous vous réjouissiez de cette dispersion de la gauche, de cette division. Pas moi. Pour moi, c'est un crève-cœur de voir une gauche orpheline d'une figure comme quelqu'un comme Manuel Valls, qui incarnait quand même une forme d'attachement à ce que je disais, cette forme d'universalisme. Et autre chose, quand vous parliez de ces propos de Mélenchon, effectivement, on peut les interpréter de deux façons. Tout le monde s'est précipité pour dire le complotiste. Il est en train de nous expliquer qu'il y aurait un espèce d'état profond qui fomenterait des attentats il l'a pas dit, pour servir. Il l'a pas dit, mais on lui a fait dire. C'est ce que beaucoup ont entendu. En réalité, il a peut-être simplement dit qu'il y avait à chaque fois une récupération politique et médiatique sur un attentat, un événement. Parce qu'en réalité, il y en a toutes les semaines des attentats. Je vais vous dire, il c'est un tel maître de la langue. Mélenchon est très cultivé et Mélenchon a une maîtrise parfaite de la langue française. Quand il veut être clair, il est clair. Maintenant, quand vous dites qu'il est volontairement dans l'ambiguïté. Oui, volontairement dans l'ambiguïté. Et je pense qu'il y a une stratégie, parce que moi, dans les milieux autour de moi, encore une fois, qui sont plutôt des milieux sous-diplômés, le complotisme n'est pas l'exception, c'est la règle. Ça n'est pas un complotisme tellement théorisé, je veux dire, tous les gens ne sont pas des soraliens, mais il y a quand même toujours l'idée que les choses n'arrivent pas par hasard, qu'il y a des magouilles partout, que les gros s'en tirent toujours, que les attentats, on ne nous dit pas tout, on ne sait pas. Et Mélenchon surfe là-dessus de façon assez dégueulasse, en réalité. Le complotisme, il ne s'appuie pas sur l'intelligence de la classe ouvrière, il s'appuie sur une espèce de bêtise qui, en plus, avec les populations immigrées, dans ces histoires de complotisme, d'attentats, de Mohamed Merah,
sont prêtes à le suivre là-dessus. Pour faire un attentat, il faut qu'il y ait des gens qui fassent un complot. La question, c'est de savoir qui. Certes, mais l'islam radical n'a pas besoin de commanditaires, n'a pas besoin d'être manipulé. Je veux dire, il y a dans le Coran et dans l'interprétation du Coran salafiste littéral de quoi pousser n'importe quel racaille de banlieue à prendre un couteau et à poignarder un juif, ou à rentrer dans une école et à tuer des enfants. On n'a pas besoin. Les attentats de Bruxelles, j'aimerais être certain qu'Erdogan n'a pas mis son appareil au service de ces affaires-là. Il est possible qu'il y ait des services secrets qui manipulent ici ou là, mais on voit bien dans l'ensemble des attentats que l'islam aujourd'hui en France n'a pas besoin d'être manipulé. Quelqu'un se lève et ça suffit. Je ne crois pas que Mélenchon visait Erdogan. Je ne crois pas qu'il visait Erdogan. Le grand spécialiste d'Erdogan ici, c'est Laurent Arthur du Plessis. Mais je crois qu'il visait. Il voulait insinuer que la Macronie avait magouillé. Ça ne profiterait pas à Macron, un attentat de ce genre. En plus, c'est stupide. Et puis l'idée que, dans la phrase de Mélenchon, que tout est fait pour stigmatiser les musulmans, comme si les musulmans qui passent à l'acte avaient besoin qu'on monte de telles mayonnaises pour les stigmatiser. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et c'est même le contraire. Les gens tuent en criant Allah Akbar et on s'empresse de dire pas d'amalgame. Donc je trouve que le système médiatique dans son ensemble est plutôt fait pour minimiser, occulter, faire oublier, faire diversion, plutôt que pour stigmatiser les musulmans. Oui. Il n'en reste pas moins que, quand même, il a quand même, pour revenir à la question initiale, je pense qu'il a quand même fait une grave erreur, qui va lui rester sur le front. Il va être complotiste pour longtemps. Alors, c'est peut-être répandu, mais c'est quand même une marque d'infamie aujourd'hui. Et puis, il a soupçon d'antisémitisme qui lui avait collé également profond là aussi. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est très, très embêtant. Je pense que cette erreur, il va la regretter. Mais ça, moi, j'ai l'impression que c'est le piège dans lequel sont tombées toutes les gauches européennes. On voit Jeremy Corbyn, la dérive antisémite. C'est-à-dire que c'est un peu le pari de Terra Nova. À partir du moment où on change de l'électorat que l'on vise et on vise les populations immigrées, et ben forcément, on finit par arriver à des propos antisémites. On est pro-palestinien jusqu'à être antisioniste. On tombe là-dedans. Et puis, il y a une deuxième chose qui est quand même assez récurrent à l'extrême gauche, mais ça depuis des siècles, c'est que l'idée que tout ce qui ne relève pas de la question sociale et en réalité de la lutte des classes n'est que diversion. On l'avait vu, c'était ce qu'on disait au moment de l'affaire Dreyfus, c'est une affaire de la justice bourgeoise, les classes populaires n'y trouvent aucun intérêt. Même la montée du nazisme, on a bien vu que l'ennemi c'était les sociodémocrates et que les communistes allemands, comme les communistes français d'ailleurs, au début de l'occupation, ont été assez indulgent, assez complaisant avec cette montée du nazisme. Et il y a toujours cette idée que le véritable ennemi, c'est le capitalisme, ça n'est pas les attentats de l'extrême de l'autre bord. Je vois pas le rapport. Je voudrais qu'on boucle... pas le rapport. Allez-y, Roland, finissez. Oui. Je pense que ce genre, le comportement de Mélenchon rend un énorme service à Macron, et un service que Macron ne mérite pas, parce qu'il le recentre. Il donne l'impression qu'il y a une gauche affreuse, dangereuse, excitée, etc., et que lui... En réalité, je n'hésite pas à dire que, en dehors de la fiscalité des très grandes fortunes, sur tous les sujets sociétaux, y compris ce qu'on appelle, à tort ou à raison, le grand remplacement, mais je parle des questions de bioéthique, également des questions de climat, etc., Macron est à l'extrême gauche aussi. Sur tous les questions de repentance, les questions d'image nationale, et pratiquement sur tous les sujets, Macron prend des positions que Mélenchon ne désavouerait pas. Ça s'appelle le mondialisme, tout ça. Sauf qu'en faisant le cadeau de cette phrase qui va sans doute lui rester sur le front, est-ce qu'il ne jette pas les socialistes modérés qui auraient pu se reconnaître dans un candidat, dans une candidature de Madame Hidalgo ou une candidature écologiste, est-ce qu'il ne jette pas ses électeurs vers Mélenchon? Est-ce qu'il n'est pas, justement, en train de faire le job pour que Mélenchon soit réélu, que Macron soit réélu? Oui, Macron, oui. Ça me paraît difficile de calculer. Vous savez, les gens sont élus. Quand Sarkozy a parlé des... Comment ça s'appelle, pas des racailles, du Karcher. Toute la presse s'est déchaînée. Oui. Il a commis une erreur gravissime, il s'en remettra pas. Or, je maintiens qu'en termes de communication, Sarkozy a été élu à cause du Karcher.
à cause du Karcher. Oui. Quand vous avez... Oui, il n'a pas été réélu pour la même raison, parce qu'il n'a rien fait derrière. Il n'a pas été réélu, justement. Il n'a pas été réélu parce qu'il n'a pas utilisé le Karcher. Malgré l'attentat de Merak, qu'on pourrait soupçonner qu'il est commandité, ce que je ne crois pas une seconde, je veux dire, il n'a pas été réélu. C'est-à-dire, ce genre d'affaires, ça ne marche pas. Mais vous prenez Bayrou, quand il a donné une claque à un jeune qui insolent devant lui, il a monté de 10 points. Il a monté de 10 points. Ça marche une fois, ça marche une fois. On n'existe dans la scène politique que par ses gaffes, par ses dérapages. Sans dérapage, vous n'existez pas. Alors, mais justement, à propos du dérapage, il y a quelque chose qui me paraît étonnant. Parce que si on est tous d'accord pour dire que ce genre de dérapage de Mélenchon et d'autres est écrit, comme Jean-Marie Le Pen à une certaine époque. C'est-à-dire que c'est préparé, c'est rédigé. C'est pour ça d'ailleurs que les mots sont, comme vous le désignez, assez ambigus pour être compris. Et pourquoi alors, quelques heures plus tard, Mélenchon allume-t-il un contre-feu avec l'histoire de Papacito? Papacito, pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais c'est un YouTuber qui se met en scène régulièrement, qui a beaucoup de followers, une centaine de milliers et sans doute beaucoup plus depuis quelques jours. Et ce Papacito s'est mis en scène en flinguant un soutien de Mélenchon, qu'il avait un mannequin affublé d'un t-shirt et d'un certain nombre d'accessoires, et en gros en disant, ben voilà, c'est ça qui va vous arriver. Alors pourquoi allumer ce contre-feu si ce qu'il décide de faire est juste, est bon et profitable? Ce qu'il a fait au sujet de Papacito Mélenchon plaît aussi beaucoup dans les banlieues, parmi les jeunes qu'il veut séduire. Il n'y a pas de contradiction du tout. Ça va exactement dans le même sens. D'accord. Il me semblait que s'il avait amené ce sujet qui avait été vu par une centaine de milliers de personnes, autrement dit, une très bonne vidéo de chat, quoi. Hein, et encore, est-ce que c'est justement pas parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait dit une connerie? Papacito et Mélenchon, c'est le même style viril qui plaît dans les banlieues ou dans les... il n'a pas d'électorat dans les banlieues, Mélenchon. C'est viril, et je crois qu'il y a un besoin de virilité. Oui, mais il y a la virilité islamophile et la virilité islamophobe. Oui, exactement. Papacito, c'est la virilité plutôt... Absolument, des vérités opposées, mais néanmoins ayant quelque chose en commun. Précisément, je crois que ce que propose Papacito, c'est le modèle d'une virilité qui s'oppose à la virilité barbare qui nous vient des banlieues et qui, depuis quelques années, a pris le monopole de la virilité. En réalité, pour être un jeune viril, maintenant, il faut être racaille, il faut avoir la je m'en bats les couilles attitude, se balader comme ça. Il propose à une jeunesse blanche d'être aussi virile, aussi combative et d'opposer une véritable résistance. Exactement. Donc maintenant, Papacito, de Mélenchon, moi j'ai l'impression que le message de Papacito, qui était très drôle, que j'ai beaucoup aimé, ça n'est pas tellement voilà ce qui va vous arriver. Dans un sens, c'est une façon de dire à une jeunesse gauchiste qui est mélenchoniste et qui est en réalité assez bobo. Hein, la classe ouvrière, c'est fini Mélenchon. Hein. C'est une classe de centre-ville qui est bobo. Ce sont des profs, ce sont des profs de gauche. Bon. C'est une façon de leur dire... vous avez l'impression que vous allez y arriver, vous entendre avec la racaille et en la prenant par les bons sentiments, ça va se passer. Détrompez-vous, regardez, votre attirail idéologique et puis votre attirail au sens propre ne sert à rien. Et son truc, quand il remplit le sac à dos du mannequin avec Yoga Magazine et puis un sac de quinoa et qui dit « Regardez, ça n'arrête pas les balles », c'est très drôle et ça veut dire, en réalité, ce que vous proposez ne vous protégera pas des terroristes et des racailles le jour où ils s'en prendront à vous. Je suis d'accord. L'électorat de Mélenchon, ça a été prouvé, et pas dans les banlieues, ça c'est clair. Il le dispute d'ailleurs à Macron dans les milieux que vous appelez bobos. Et alors, j'ai pas compris. Ce qui est contradictoire avec le fait d'aller chercher un électorat musulman. Hein, oui, il a peut-être son entourage. Il y a beaucoup de contradictions de cette nature. Je pense qu'il rêve à une alliance qui est totalement... Son entourage le pousse peut-être dans ce sens-là, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que je vois pas très bien sa stratégie. Quand il a dit ça, il se place dans l'hypothèse où il serait au second tour, et que cet incident serait juste avant le second tour, pour faire basculer de quel côté? De Macron ou de Marine Le Pen? Je sais pas. Je vois pas Marine Le Pen organiser ce genre de choses. Mais il y a des forces internationales qui peuvent vouloir faire barrage à Mélenchon. Ça m'étonnerait d'ailleurs. Mais enfin, dans sa tête, il est déjà au deuxième tour. Autrement dit, cette phrase, c'est juste de l'égocentrisme?
aussi. Non, il y a un complot contre moi, je vous l'annonce. C'est une stratégie. Il n'a pas dit d'ailleurs que c'était contre lui. Ouais. Il n'a pas dit que c'était contre lui. C'est en tous les cas une stratégie de second tour. Ça c'est clair. Assez bizarre d'ailleurs quand on dit il se marginalise. Mais revenons à Sarkozy. Quand Sarkozy a sorti son histoire de Karcher, je suis pas sûr qu'il l'ait fait exprès. Ouais. Mélenchon a calculé son coup. Mais Sarkozy, le grand coup de sa campagne, qui a provoqué un tollé général, mais je pense qu'il n'a pas fait exprès. D'accord. Ok, on va peut-être en rester là, parce que si on repart pour un tour, je sens qu'on a pour 2-3 minutes, et on a un troisième sujet et un temps qui est quand même un peu limité. Allez, à tout de suite pour le troisième et dernier sujet, la gifle. Rebonjour, troisième et dernier sujet. Là, j'ai vraiment envie de dire que c'est un sujet brûlant, puisqu'hier, on enregistre mercredi, vous voyez l'émission à partir de vendredi. Mais enfin, en tout cas, hier, le président de la République, qui était en visite, je ne sais plus d'ailleurs dans quelle ville, a pris une claque. À Tarte. Dans la Drôme, Oui. Drôme. À Tarte ? Oui. Il a pris une tarte ? Non, pardon, à Tain. Ah, pardon, à Tain. Okay. Puisqu'il y a une blague qui court et qui nous dit qu'il a pris une tarte à Tain. Une tarte à Tain. Oh, extrêmement drôle. L'Ermitage. Okay. Il a pris une claque, en tout cas, d'un jeune homme de 28 ans qui a crié simultanément « Montjoie Saint-Denis », ce qui a fait rire dans certains milieux. Bref, cette claque mise au président de la République, est-ce qu'elle vous indigne ? Parce qu'on a vu une relative unanimité du personnel politique. Ou est-ce que finalement, c'est un risque à courir quand on est un président de la République qui va à la rencontre des Français ? Autrement dit, ça peut arriver à peu près tout le monde. Elle symbolise en tout cas la crise de l'autorité, la crise générale de l'autorité. Oui. D'autant que, si vous avez bien regardé les images, c'est pas une vraie claque. C'est une claque, c'est une demi-claque. C'est une claque faite non pas pour faire mal, non pas pour blesser, mais pour humilier. C'est une claque dédaigneuse. C'est un soufflet, c'est vrai. C'est un soufflet dédaigneux. C'est pas du tout un vrai coup. C'est pas du tout un coup brutal. Alors que le type est costaud, hein, et puis il fait des arts martiaux du Moyen-Âge. Oui. Et il a l'air très musclé. Non, alors on a dit c'est un sectataire monarchiste, etc. Bah, crier Montjoie Saint-Denis, ça peut pas être une référence. Pourquoi il crie ça parce qu'il fait des arts du Moyen-Âge, mais c'est très répandu, les arts du Moyen-Âge, les arts de bataille du Moyen-Âge, très répandus, et bien au-delà de milieux monarchistes, je peux vous dire. Hein. Et c'est actuellement une mode, hein, depuis 10 ou 15 ans, et des tas de gens qui sont absolument pas monarchistes sont passionnés de ces choses-là. D'accord. Et c'est pour ça qu'il a crié Montjoie Saint-Denis. Mais je pense que ni son niveau culturel ni ses orientations ne le mettent chez les monarchistes. Il n'est pas du tout chez les monarchistes, manifestement. Mais c'est ça qui est très intéressant. C'est son niveau culturel, son origine. Moi, je fais le parallèle avec le fils d'une amie que je connais, qui est versé dans ses reconstitutions Moyen-Âge, qui a chez lui une armure, et qui a fini par devenir monarchiste, alors qu'il vient d'un milieu social, ses parents sont des communistes employés de mairie. Il n'était pas du tout destiné à viser la monarchie. Ni préparé à avoir un tel rejeton à la maison. Oui, non, mais je veux dire, il ne vient pas d'un milieu aristocratique ou quoi. Mais en discutant avec lui, ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité... Et il est représentatif d'une certaine jeunesse, on le voit sur YouTube, et même Papacito est un peu dans cet esprit. Ce sont des gens qui sont tellement déçus par ce qu'est devenu l'état de droit, la République, la démocratie, et par son incapacité à défendre la France. Et souvent sur les questions de la submersion migratoire et du grand remplacement, c'est-à-dire que ce sont des régimes avec les droits de l'homme qui sont des valeurs devenues folles, qui sont incapables de nous protéger. Et ils se tournent vers une époque où on défendait les frontières, les armes à la main, et ils sont nostalgiques de la monarchie, non pas de celle de Louis-Philippe, mais de celle de Charles Martel. Et ils vont sur des champs de bataille habillés en armure, se battent, et ils sont dans cet univers-là, et je pense que c'est un geste politique. C'est vraiment un geste politique. Oui, maintenant, je crois qu'il est bien que tout le monde ait condamné ça, parce que c'est choquant. On ne passe pas à l'acte, on ne frappe pas un président, d'autant que derrière le président, nous sommes tous là. Dire qu'on ait voté pour lui ou pas,
Je veux dire, au temps de la monarchie, pour y revenir, Louis XIV disait « l'État, c'est moi ». Aujourd'hui, nous pouvons tous dire « l'État, c'est moi ». Chaque fois qu'on vise un représentant de l'État, du policier municipal jusqu'au président de la République, nous sommes derrière, nous sommes visés. Oui, mais et ça ne doit pas être toléré. Et je trouve très bien que pour une fois, il n'y ait pas eu beaucoup d'excusisme sur le thème « les gens sont en colère, ils ont bien le droit de… » Laurent Arthur du Plessis. Mais c'est le résultat aussi quand même de 30 ou 40 ans de désacralisation de la fonction présidentielle. Désacralisation préméditée, délibérée, proclamée. Un peu démago, même très démago. Voilà, Hollande disant « je suis un homme normal », etc. Oui. Non, un président de la République n'est pas un homme normal. Déjà, pour vouloir être président de la République, il ne faut pas être normal. Ce qui n'est pas forcément péjoratif dans ma bouche. Et pour exercer dans la Constitution de la Ve République la fonction de chef de l'État, de président de la République, malgré les misères qu'ont fait cette Constitution, malgré le raccourcissement du mandat présidentiel, etc., ça reste une fonction éminemment monarchique. C'est une monarchie élue, la présidence de la République française. Mais c'est contradictoire avec le fait qu'il met une claque au souverain. Mais en le criant souverain, bourgeois Saint-Denis. Quand le souverain se donne un spectacle avec les deux youtubeurs, là, comment voulez-vous qu'on le respecte? Oui, exactement. C'est la conséquence ultime de tout ça, de cette désacralisation. Vous avez raison. C'était, je dirais, c'est une conséquence un peu... C'était prévisible. Et puis, c'est pas fini. Un président copain, c'est pas possible. Exactement. Ça n'est pas soutenable. Ça n'est pas sain. Et je pense qu'en plus, je dirais, Montjoie Saint-Denis plus une claque, ça ne va pas ensemble. Parce que je pense qu'une claque au roi de France, ça se serait très très mal terminé, je pense. Oui, bien sûr. C'est un personnage sacré. Vous voulez dire en place de Grève et à la roue? Absolument, oui, voilà. Ouais. C'est pour ça que j'ai pensé spontanément à l'attentat de Damiens. Oui, moi aussi. Même si c'est... Damiens, c'était contre Louis XV, si je me rappelle. Contre Louis XV. Il ne voulait pas vraiment le tuer, d'ailleurs. Damien était un homme... Comment ça s'est terminé, un homme simple d'esprit. C'était pas forcément un acte politique, mais Damien était un personnage éponge. C'est-à-dire que, instinctivement, il avait assimilé toutes les critiques de la monarchie, tout le mécontentement, tout le malaise qui existait, comme souvent d'ailleurs des gens un peu simples d'esprit font sans s'en rendre compte. Il a été atrocement, indignement traité par le Parlement de Paris, qui voulait se faire sans doute pardonner sa résistance sournoise à la monarchie, qui est elle d'une toute autre envergure. Il a été écorché vif, il a été roué, etc. Il n'a pas tué le roi. Mais il reste que les historiens y ont vu après coup l'indice de quelque chose qui vibrait, qui était dans le peuple et qui préfigurait la Révolution française. Damien, il avait certes pas un grand couteau comme Ravaillac, mais il avait quand même un couteau qui était une sorte de petit couteau dépliant, et il l'a enfoncé quand même dans la personne du roi, qui a été protégé parce qu'il avait des vêtements épais. Mais il n'empêche. Il n'empêche. Il n'y a quand même pas de rapport. C'est plus grave qu'une claque. Mais ça arrive dans les mêmes circonstances. Je dirais, Louis XV, à la fin de sa vie, a été enterré, quand il est mort, il était enterré très discrètement, comme chacun sait, il était enterré de nuit. Bon, c'est le signe d'une désacralisation de la fonction souveraine, comme le disait Laurent Arthur du Plessis. Ça, à mon avis, ça c'est grave, c'est significatif, et ça aussi c'est un signe des temps. Ça va laisser des traces aussi, je pense. C'est profond. Pour revenir à notre chef, je trouve que l'attitude du président est quand même assez... il a un côté un peu bonapartiste dans sa façon de vouloir se lancer dans la bataille, aller au contact, comme il dit. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il va dans la foule, il remporte des combats rhétoriques assez faciles parce qu'il a un sens de la répartie qui le place au-dessus du Pékin moyen. Et là, quand on le voit, il se précipite, il court au-devant de ses troupes, au-devant des services de sécurité, il court vers la foule. On a l'impression que c'est Bonaparte au pont d'Arcole. Eh bien oui, mais Bonaparte, quand il s'est couvert de gloire, il a pris le risque de prendre une balle. Eh bien Macron, c'est un peu pareil. Il veut se couvrir de la gloire d'aller au contact de la population. Il prend le risque de prendre un coup. Bonaparte, c'était Waldteufel et Offenbach. C'était pas des rappeurs. Voilà, c'est ça la différence. Mais la démagogie, je suis pas d'accord. Pas tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Bonaparte, Macron, Damiens, ça vole haut aujourd'hui, mais je voudrais que tout le monde l'entende. Vous savez, quand Macron a échappé de peu à un encerclement à la sortie d'une préfecture en province,
qui lui a laissé un souvenir cauchemardesque parce que les manifestants étaient en passe de bloquer la voiture présidentielle. Et le service de sécurité, à un moment donné, a été presque entièrement dépassé. Et Macron et son épouse ont eu le sentiment d'avoir échappé de peu à un lynchage par une foule déchaînée. Et il paraît que, selon tous les témoignages, ils en ont conservé un souvenir cauchemardesque. Là, il ne se sentait pas dans l'âme de Bonaparte au pont d'Arcole, je peux vous dire. Hein. Voilà. Non, mais dans sa façon d'aller au-devant presque du danger. Oui, en fait, on est dans quelque chose qui peut... C'est très naïf. Oui, c'est enfantin, je dirais. Mais pour recentrer les choses... Enfin, on parle de dégénérescence de la Ve République. Je vous rappelle tout de même que son fondateur a essuyé une dizaine d'attentats. Et ce n'était pas des claques. Hein. Pardon, et ça, c'était pas des claques. Hein. Donc, c'était d'une autre nature. C'est un événement très grave, mais c'est pas le petit Clamart, quand même. Hein. Ah non. J'ajoute que Macron, on pourra dire tout ce qu'on veut sur la sacralité de la fonction présidentielle, etc. Il commet, par rapport aux règles ancestrales du leadership qui remontent à la préhistoire, de ce que doit et doit pas faire un chef, des fautes inexcusables. Un chef, il est là pour le Rwanda, l'Algérie. Le chef, il est là pour dire à son peuple, vous êtes les meilleurs, sursum corda, haut les cœurs, comme on disait en latin. Il n'est pas là pour aller dans des pays étrangers, accuser la France de crimes qu'elle n'a pas commis. Au Rwanda, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de complaisance dans le fait de cracher sur la France et par extension sur le peuple français qui rend extrêmement artificielle cette volonté de renouer un élan sur les foires et marchés. Sachant que le président de la République, en fait, s'inscrit dans une tournée programmée où il va aller au contact des Français, de ville en ville, de débat en débat. C'est-à-dire, c'est à la fois ce qu'ont fait tous les présidents de la République, mais aussi ce qui a conclu les Gilets jaunes, les fameux rings où il était seul en scène avec des maires, avec des participants. Ça, c'est une prise de risque quand même, hein, et on voit bien que... il va peut-être réfléchir maintenant, mais je dirais que Macron, il devrait s'inspirer d'une certaine façon d'Erdogan. Dans la lumière de ce que vous venez de dire, Roland Hureau, Erdogan, que je combats, moi, par mon livre et par... Il fait son boulot de chef d'État. Mais Erdogan, il joue sur la fierté du peuple turc. Alors que Erdogan, il déifie le peuple turc. Je peux dire deux mots. C'est très payant, d'ailleurs. J'ai vu deux fois Erdogan. Je ne suis pas sûr que ce soit un modèle qu'on doive suivre quand même. Non, mais comprenez, il crache sur la France. Objectivement, on peut le voir comme ça. Dans son esprit, ça n'est pas, diminuer la France. C'est mon esprit à moi. Oui, non, mais dans l'esprit d'un certain nombre de Français, reconnaître ses erreurs, c'est au contraire. Il n'y a pas grandir. Non, il n'y a aucune erreur. Mais dans son esprit, le fait de revenir sur les événements passés et de prendre une part de responsabilité, même si, en l'occurrence, elle est fausse. Ça s'entend le point de vue de Cyril Benassar. Ça n'est pas simplement cracher sur la France et point. Assez informé de ce qui s'est passé au Rwanda. Il y a du vice, il y a une espèce de volonté morbide, pathologique, d'abaisser la France. Il l'a dit d'ailleurs à une télévision américaine. Il a dit, je veux déconstruire l'image que les Français ont de la France. Écoutez, c'est pas le rôle Je suis d'accord avec vous. L'histoire du crime contre l'humanité en Algérie, c'est une ignominie. Mais dans son esprit et dans l'esprit d'une partie de son électorat qui vient de la gauche, c'est une façon de se grandir. C'est même une façon un peu condescendante de regarder les autres pays, de regarder des Erdogan en disant regardez, vous n'êtes pas capable de reconnaître le génocide arménien, nous sommes capables de revenir de nos non, mais regarder nos erreurs en face. La moraline, elle est toujours le combat pour le plus de moralité et la plus haute moralité. C'est vrai que ça, c'est cette partition qu'il a jouée. Mais là, en espèce, je pense qu'il a joué. Je pense qu'il est allé trop loin. Je pense qu'il va réapprendre. Il va être plus prudent dans le futur. Je pense. J'espère qu'il le verra plus. Il a pris une tape sur le bec là cette fois, une de plus. C'est un rappel à Hollande. Vous avez parlé d'Erdogan. Ouais, je trouve que j'ai vécu et travaillé en Turquie. J'ai vu deux fois Erdogan à quelques mètres de moi. Et je travaille avec des fonctionnaires turcs toute l'année. Donc je peux vous dire que Erdogan, c'est pas du tout le style Macron. C'est l'inverse du style Macron. C'est ce que je voulais dire, oui. C'est la majesté de l'État. Et je vous assure que quand vous entrez dans une préfecture ou dans un ministère turc, ce que j'ai beaucoup fait, vous avez le sentiment de la majesté de l'État et on ne rigole pas. Hein. Et on n'invite pas des rappeurs dans les ministères turcs. Moi, je voudrais revenir sur la montée de la violence et sur cet événement qui est quand même la violence. Est-ce que ça ne vient pas du fait que
on s'est finalement habitué et on a finalement excusé le fait qu'une colère, qu'on considère ou pas comme légitime, permettait la violence. Moi, je me souviens de cette infirmière qui a lancé des pierres sur les CRS et dont on a dit à l'issue de son procès que finalement elle avait voulu dénoncer les conditions de travail à l'hôpital. Tout le monde a fini par trouver que, bon, voilà. Et les Gilets jaunes, c'est un peu pareil, quoi. Quelle que soit la légitimité de leurs revendications. Il n'y a pas de violence de Gilets jaunes hors de Paris, hein, il faut le savoir. Non, bon, enfin, il y a eu quand même des violences. Ils ont brûlé une préfecture. Et puis même, il y a des violences symboliques. Quand ils menaçaient des députés jusque chez eux, c'était totalement intolérable. Et on a fini par s'habituer à l'idée qu'une colère pouvait légitimer ce genre de choses. Je trouve que ça n'est pas admissible et on devrait peut-être revenir là-dessus. Comprendre une colère... et lui donner un rôle légitimement. Oui, mais ne pas tolérer un passage à l'acte. Oui, il y a toujours des causes à tout. Il y a une loi qui doit être appliquée. Oui, en l'occurrence, elle n'a pas tellement été appliquée ni avec cette infirmière, ni avec la manif Assa Traoré. Donc Castaner a dit, il y a la loi et il y a l'émotion. Pour entrer dans ce genre de logique, vous avez raison. Il y a toujours des causes. Il y a toujours des causes légitimes à tout. Jacques Georges. Et ce sera d'ailleurs le mot de conclusion de ce débat. À vous l'honneur. Il y a toujours des causes à tout, il y a toujours des légitimations possibles à tout, mais là, en l'espèce, c'est un geste de trop qui, à mon avis, est regrettable et rejaillit sur tout le monde, sur ses auteurs et sur nous aussi. Ok, allez, on s'arrête là. Moi pas. Roland Hureau est incorrigible et il est plein d'énergie. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Allez, on se retrouve dans 15 jours, 3 semaines, je crois. Et donc à bientôt. Vous verrez, l'actualité nous aura nourris amplement et les débats seront vifs et construits comme aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Damien, Napoléon, vous vous rendez compte? Allez, à tout de suite. Dans 3 semaines. Au revoir.